Ma propre mère a hurlé, « Nous ne sommes plus ta banque, dégage d'ici !» C'était la dernière chose qu'elle m'a dite en tant que propriétaire de notre manoir familial. Elle ne savait pas que quelques secondes plus tard, mon téléphone allait vibrer avec un message qui changerait nos vies pour toujours. La gestionnaire de fortune me demandait, dois-je valider leur allocation mensuelle de 26 500 €? À ce moment précis, avec le goût de leur mépris encore amer dans ma bouche, j'ai tapé 2 mots qui allaient les réduire au silence pour l'éternité, refuser. Tout. Voici comment j'ai transformé leur arrogance en cendres. Si vous êtes curieux de savoir comment une fille, ratée, a mis à genoux toute une famille de snobs, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ce dîner infernal, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos réponses, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Je m'appelle Fanny. J'ai 28 ans. Et jusqu'à ce fameux soir, je pensais que la patience était une vertu. J'avais tort. Parfois, la patience est juste une autre forme de torture que l'on s'inflige à soi-même. C'était un mardi soir pluvieux de novembre à Nantes. La pluie battait contre le pare-brise fissuré de ma Peugeot 206, une voiture qui avait plus de 20 ans et qui toussait comme un fumeur en fin de vie à chaque démarrage. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Devant moi, à travers le rideau de pluie, se dressait la grille en fer forgé du manoir familial, situé sur les rives prestigieuses de l'Erdre. L'endroit était magnifique, objectivement. Une bâtisse du 19e siècle, entourée de chênes centenaires, avec une pelouse tondue au millimètre près, éclairée par des projecteurs qui coûtaient probablement plus cher en électricité par mois que mon loyer entier. C'était la maison de mon enfance, mais ce soir, elle ressemblait davantage à une forteresse ennemie. J'ai garé ma voiture à 200 mètres de l'entrée, cachée derrière une haie de tuyas mal taillée appartenant aux voisins. Je connaissais la règle implicite, ne jamais gâcher le paysage. Si je garais mon épave à côté des Porsche Cayenne, des Mercedes classe S et des Tesla rutilantes des invités de mon père, ma mère, Ghislaine, ferait une crise d'hystérie avant même que je n'aie franchi le seuil. Je suis restée assise dans la voiture un moment, écoutant le rythme hypnotique des essuie-glaces. Flac, flac. Flac, flac. Mon reflet dans le rétroviseur me renvoyait l'image d'une femme fatiguée. J'avais des cernes sous les yeux, résultat de 3 nuits blanches consécutives à recoder un système entier de logistique médicale. Je portais une robe noire simple, achetée en solde chez Zara il y a 2 ans, que j'avais essayé d'accessoiriser avec un vieux foulard en soie. Tu peux le faire, Fanny, murmurai-je à moi-même, ma voix tremblant légèrement dans l'habitacle froid. C'est la dernière fois. Juste ce soir. Pour grand-père Marcel. J'ai pris une grande inspiration, attrapé mon sac à main usé, et je suis sortie sous la pluie fine. Le gravier crissait sous mes talons bon marché alors que je marchais vers la lumière chaude qui émanait des grandes fenêtres du salon. J'entendais déjà les rires, le tintement du cristal, cette symphonie familière de l'insouciance riche. À peine avais-je posé la main sur la lourde poignée en laiton de la porte d'entrée que celle-ci s'est ouverte brusquement. Ma mère se tenait là. Ghislaine, 58 ans, était une femme qui avait déclaré la guerre au vieillissement il y a 2 décennies et qui, grâce à la chirurgie et au botox, maintenait un match nul précaire. Elle portait une robe de cocktail émeraude qui valait 3 mois de mon salaire, et des diamants scintillaient à son cou. Son sourire, destiné à un autre invité arrivant derrière moi, s'est instantanément effacé lorsqu'elle m'a vu. Ses yeux ont scanné ma tenue de haut en bas, s'arrêtant avec dégoût sur mes chaussures mouillées. « Tu es en retard », siffla-t-elle, sa voix basse pour ne pas alerter les invités dans le hall. « Et regarde-toi. On dirait que tu viens de sortir d'une soupe populaire. »« Bonsoir, maman. »« Joyeux anniversaire à papa », répondis-je, essayant de garder ma voix neutre. Je tendis la main pour l'embrasser, mais elle recula d'un pas, comme si la pauvreté était contagieuse. « Ne me touche pas avec tes mains froides, Fanny. Et pour l'amour du ciel, va te cacher dans un coin. Le sénateur Moreau est ici ce soir, et je ne veux pas qu'il pense que nous employons du personnel négligé. » Les mots étaient des lames de rasoir, précis et habituels. Elle s'écarta pour laisser passer un couple élégant derrière moi, son visage se transformant instantanément en un masque de charme et d'hospitalité. « Oh, Chantal. Jean-Pierre.
Quelle joie de vous voir. Entrez, entrez, le champagne est déjà servi. Je me suis glissée à l'intérieur, invisible, comme un fantôme dans ma propre maison. L'odeur du parfum coûteux, des fleurs fraîches et du foie gras emplissait l'air. C'était l'odeur de mon enfance, l'odeur de l'exclusion. Je me suis dirigée vers le fond du salon, près de la grande bibliothèque, espérant passer inaperçue jusqu'au moment du dîner. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une anticipation étrange. Il me voyait comme la petite Fanny, la ratée, la déception. Il ne savait pas que dans la poche de mon manteau humide, mon téléphone contenait le pouvoir de raser tout ce décor de théâtre. En me tenant près des étagères remplies de livres reliés de cuir que personne dans cette famille ne lisait jamais, à part moi et grand-père Marcel, les souvenirs ont commencé à affluer. C'est étrange comme une maison peut contenir autant de fantômes, même quand elle est remplie de gens vivants qui rient et boivent. J'ai toujours été l'autre fille. Perrine, ma sœur aînée de 4 ans, était le soleil autour duquel mes parents orbitaient. Elle était bruyante, exigeante, et savait exactement comment manipuler mon père, Thierry, pour obtenir ce qu'elle voulait. Moi, j'étais calme. J'aimais les chiffres, la logique, le silence. Pour mes parents, obsédés par l'image et le réseau social nantais, une fille introvertie qui préférait coder sur un ordinateur plutôt que de flirter dans des galas de charité était une aberration. Le seul qui m'avait vraiment vue, c'était grand-père Marcel. Il avait bâti la fortune familiale à partir de rien, dans le transport maritime. Il détestait ce que son fils Thierry était devenu, un homme vaniteux, incapable de gérer une entreprise, vivant sur les dividendes et l'héritage. Je me souviens du jour de la mort de grand-père, il y a 3 ans. Il m'avait fait appeler à son chevet, renvoyant tout le monde, même le prêtre. Sa main, sèche et parcheminée, avait serré la mienne avec une force surprenante. « Fanny », avait-il chuchoté, sa voix sifflante. « Ils sont des vautours. Ton père, ta mère, ta sœur. Ils mangeront tout jusqu'à l'os et ils en redemanderont. Je ne peux pas leur laisser mon œuvre sans protection. » Il m'avait alors révélé l'existence du trust. Une structure juridique complexe qu'il avait mise en place avec Madame Delorme, sa gestionnaire de fortune la plus fidèle. Officiellement, mes parents et ma sœur recevaient une allocation généreuse, une vie de luxe. Mais légalement? Légalement, à partir de mes 25 ans, c'était moi, Fanny, qui avait le contrôle total. J'étais la trustee. Le gardien du temple. Pourquoi moi, grand-père, avais-je demandé, les larmes aux yeux? Ils vont me détester. Ils ne le sauront pas, avait-il répondu avec un sourire malicieux. Pas tout de suite. Donne-leur 3 ans. Observe-les. Si après 3 ans, ils n'ont montré aucune gentillesse, aucune humilité, aucune capacité à gérer l'argent, alors tu auras le droit de couper le robinet. C'est ton test, et c'est le leur. 3 ans. J'avais tenu parole. J'avais vécu dans mon petit appartement, conduisant ma vieille voiture, travaillant comme une forcenée pour bâtir ma propre entreprise de logiciels médicaux, sans jamais toucher un centime de cet argent pour moi-même. J'avais signé des chèques pour leurs vacances aux Maldives, pour les nouvelles voitures de sport de papa, pour les robes haute couture de maman, tout cela en restant dans l'ombre, utilisant un pseudonyme juridique sur les documents que Madame Delorme gérait. Mais le plus dur n'était pas l'argent. C'était l'ingratitude. Le souvenir le plus douloureux est remonté à la surface, me faisant serrer ma coupe de champagne vide. C'était il y a 2 ans. Papa avait recommencé à jouer. Il avait perdu 15 000 € au poker dans un cercle privé illégal. Il était rentré à la maison, pâle comme un linge, terrifié. Les créanciers menaçaient de venir faire un scandale au club de golf. Je l'avais entendu pleurer dans son bureau. Pour la première fois de ma vie, j'avais eu pitié de lui. Je ne pouvais pas utiliser l'argent du trust pour des dettes de jeu, c'était contraire aux règles strictes de grand-père. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai vendu ma Vespa. C'était une Vespa vintage de 1965, restaurée, bleu ciel. C'était le seul cadeau personnel que grand-père m'avait offert pour mes 18 ans. Je l'aimais plus que tout. C'était ma liberté. Je l'ai vendue à un collectionneur pour 15 000 €, le cœur brisé.
J'ai déposé l'argent anonymement sur le compte de papa avec une note, une seconde chance. Et qu'a-t-il fait? Le lendemain soir, au dîner, il rayonnait. Perrine est une magicienne, s'était-il exclamé en levant son verre. Je sais que c'est toi qui as arrangé ça avec tes contacts, ma chérie. Tu as sauvé l'honneur de la famille. J'avais regardé Perrine. Elle savait qu'elle n'avait rien fait. Elle n'avait même pas 100 € sur son compte. Mais elle a souri, a battu des cils et a dit, « Oh papa, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. C'est notre petit secret. » Je suis restée assise là, muette, sentant quelque chose se briser définitivement en moi. Il m'avait volé mon grand-père, il m'avait volé ma Vespa, et maintenant, il me volait ma dignité. Et, le fantôme. La voix criarde de ma sœur m'a tiré de mes pensées. Perrine s'approchait, un verre de vin rouge dangereusement incliné dans sa main. Elle portait une robe argentée moulante, faite pour attirer l'attention. Je ne pensais pas que tu aurais le cran de venir après la catastrophe de la semaine dernière, dit-elle avec un sourire venimeux. Toujours en train de pleurnicher sur ton jouet cassé? Mon estomac s'est noué. Elle parlait de mon ordinateur portable. L'incident qui avait scellé leur destin. L'incident de la semaine dernière n'était pas un accident. Je le savais, elle le savait, et le pire, c'est que mes parents le savaient aussi. J'étais revenue au manoir pour le week-end, une exigence de ma mère pour aider à préparer les invitations du gala de ce soir. J'avais apporté mon ordinateur portable professionnel. Ce n'était pas juste une machine, c'était ma vie. Il contenait le code source final de Logicare, le logiciel que je développais depuis 2 ans pour optimiser la livraison de médicaments aux personnes âgées isolées. J'avais une présentation cruciale avec des investisseurs de la santé publique le lundi suivant. C'était l'aboutissement de milliers d'heures de travail, de nuits sans sommeil, de sacrifices. J'étais installée sur la table de la cuisine, profitant de la lumière naturelle, mes doigts volant sur le clavier. Perrine est entrée. Elle venait de se faire larguer par un client riche pour son entreprise d'organisation de mariage, une entreprise qui, soit dit en passant, perdait de l'argent chaque mois et ne survivait que grâce aux injections de cash que je validais secrètement via le trust. Tu te crois tellement importante, hein, avait-elle lancé en se servant un grand verre de Bordeaux, bien qu'il ne soit que 14 heures. Toujours à taper sur ce clavier comme si tu allais sauver le monde. C'est pathétique. Tu ne seras jamais rien d'autre qu'une geek sans amis. Perrine, s'il te plaît, je travaille, avais-je répondu calmement, sans lever les yeux. C'est important. Important? Elle a ri, un son strident. Important, c'est d'organiser le mariage de la fille du maire. Important, c'est d'avoir du goût. Ce que tu fais, c'est invisible. Elle s'est penchée au-dessus de mon épaule. J'ai senti l'odeur de l'alcool dans son haleine. Et puis, avec une précision qui ne laissait aucune place au doute, elle a trébuché. Le verre de vin rouge s'est renversé intégralement sur mon clavier ouvert. Le liquide sombre a éclaboussé l'écran, s'infiltrant instantanément entre les touches. L'écran a grésillé, a clignoté une fois, puis est devenu noir. Non. J'ai hurlé, me levant d'un bond, essayant désespérément d'éponger le liquide avec ma manche. Qu'est-ce que tu as fait? Perrine a reculé, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres, bien qu'elle feigne la surprise. Oups. Tu ne devrais pas laisser tes jouets traîner n'importe où. Ma mère est entrée en entendant mon cri. Elle a vu le vin rouge couler du bureau sur le tapis persan. Perrine. Fais attention, a crié maman. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a giflé. La gifle a claqué, nette et brûlante sur ma joue. Regarde ce que tu as fait faire à ta sœur, a-t-elle hurlé. Ce tapis coûte 4 000 €. Tu es irresponsable. Pourquoi tu ramènes ton travail stupide ici? Elle a détruit mon ordinateur, ai-je pleuré, tenant la machine morte contre ma poitrine comme un animal blessé. J'ai 2 ans de travail là-dedans. Il n'y a pas de sauvegarde récente pour les dernières modifications. Oh, arrête ton drame, a ricané Perrine. C'est juste un ordinateur. Papa t'en achètera un autre si tu es gentille. Ou peut-être pas. Tu devrais apprendre à faire attention. Je suis partie ce jour-là sans dire un mot de plus. J'ai passé la semaine suivante avec mon amie et collègue, Audrey,
a tenté de récupérer les données du disque dur corrodé. Nous avons réussi à sauver 80% du code, mais nous avons dû travailler 20 heures par jour pour réécrire le reste. J'étais épuisé. J'étais vidé. Mais surtout, j'étais réveillé. Cette gifle avait été le réveil. Ce n'était pas de l'amour maladroit. C'était du mépris pur. Et maintenant, dans ce salon luxueux, Perrine me narguait encore. Le vin rouge tache, tu sais, murmura Perrine en s'approchant de moi, faisant tourner son verre. Fais attention à ta robe bon marché. Ce serait dommage qu'il lui arrive un accident. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, je n'ai pas baissé le regard. Tu as raison, Perrine, dis-je doucement. Les tâches sont difficiles à faire partir. Surtout celles sur la conscience. Elle a froncé les sourcils, confuse par ma répartie inhabituelle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une cloche a sonné. À table, a annoncé mon père d'une voix de stentor. Que le festin commence. Si vous avez déjà été traité injustement par votre propre famille, si vous avez déjà été le bouc émissaire, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place à ce moment-là. Auriez-vous fui? Où seriez-vous resté pour le combat? La salle à manger était un spectacle digne de Versailles. Un lustre en cristal massif pendait au-dessus d'une table en acajou pouvant accueillir 20 personnes. La vaisselle était en porcelaine de Limoges, les couverts en argent massif. Tout cela appartenait au trust. Tout cela m'appartenait, techniquement. Mais ce soir, j'étais assise au bout de la table, près de la porte de la cuisine, la place des enfants ou des indésirables. Le dîner a commencé avec une parade de plats exquis, mais tout avait le goût de la cendre dans ma bouche. J'observais mon père, Thierry, trôner en bout de table. Il racontait des anecdotes sur ses succès commerciaux passés, des mensonges éhontés, car il avait coulé toutes les entreprises qu'il avait touchées. Les invités hochaient la tête poliment, mangeant le caviar que j'avais payé. Puis vint le moment des cadeaux. C'était la tradition. Une démonstration publique d'affection et de richesse. Perrine s'est levée, théâtrale, tapant sur son verre avec une fourchette. Papa, chérie, commença-t-elle avec une voix mielleuse. Pour tes 60 ans, je voulais quelque chose d'aussi extraordinaire que toi. Je sais à quel point tu as travaillé dur cette année. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Travailler dur? Il passait ses journées au club de golf et ses soirées à boire du cognac. Alors, continua-t-elle en sortant une grande enveloppe dorée, je t'offre 2 semaines, tout compris, dans une villa sur pilotis aux Maldives. Pour toi et maman. Des exclamations d'admiration ont parcouru la table. Oh, Perrine, c'est incroyable. Quelle fille dévouée. Maman avait les larmes aux yeux, ou faisait semblant. Papa rayonnait. Je savais exactement comment elle comptait payer ça. Avec la carte de crédit Urgence Famille liée au trust. La notification de demande d'approbation allait probablement arriver sur mon téléphone demain matin. Merci, ma princesse, tonna Thierry. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est de la classe. Puis, son regard s'est tourné vers le bout de la table. Vers moi. Le sourire a quitté son visage pour laisser place à une expression de dédain amusé. Et toi, Fanny, lança-t-il fort, pour que tout le monde entende. Qu'est-ce que la petite souris a apporté pour son vieux père? Un dessin? Un poème? Quelques invités ont ri nerveusement. J'avais une main posée sur mon sac à main, sous la table. À l'intérieur, il y avait un album photo que j'avais passé des mois à restaurer. Des photos de lui et grand-père Marcel, du temps où ils s'entendaient encore, des souvenirs de son enfance à lui. C'était un cadeau sentimental, un appel à la réconciliation, un rappel de qui il était avant l'argent. Mais en regardant son visage bouffi d'orgueil et le sourire cruel de Perrine, j'ai réalisé que ce cadeau serait une perle jetée au pourceau. Il ne comprendrait pas. Il se moquerait. J'ai retiré ma main du sac. Vide. Je n'ai rien de matériel, papa, dis-je doucement. Je voulais juste être là. Un silence gênant est tombé sur la table. Rien, répéta-t-il, incrédule. Tu viens à mes 60 ans, tu manges ma nourriture, tu bois mon vin, et tu n'apportes rien. Elle n'a pas d'argent, Thierry,
intervint ma mère, d'une voix qui se voulait apaisante mais qui était conçue pour humilier. Tu sais bien que sa petite start-up est une blague. Elle survit à peine. Nous devons être indulgents. Indulgents? Papa a frappé du poing sur la table, faisant tinter l'argenterie. J'en ai assez d'être indulgent. Regarde ta sœur. Elle ferme des contrats à 6 chiffres. Elle nous emmène aux Maldives. Et toi? Tu es une sangsue, Fanny. Une sangsue triste et inutile. C'est vrai, ajouta Perrine en prenant une gorgée de vin. C'est embarrassant, franchement. Même tes vêtements sont une insulte à cette maison. Tu ne fais aucun effort. Tu ne mérites pas d'être assise à cette table. La colère, froide et dure, a commencé à monter en moi. Pas la colère explosive qui fait crier, mais celle, beaucoup plus dangereuse, qui fait voir le monde avec une clarté cristalline. J'ai posé ma serviette sur la table. Je me suis levée. Je pense que je vais partir, dis-je calmement. Je ne veux pas gâcher votre soirée plus longtemps. Je pensais que cela suffirait. Je pensais pouvoir partir avec le peu de dignité qu'il me restait. Mais il n'avait pas fini avec moi. Il voulait du sang. Le bruit de ma chaise raclant le parquet a semblé résonner comme un coup de tonnerre. Je me suis dirigée vers la porte, sentant les regards de 20 personnes brûler mon dos. Assieds-toi, a aboyé ma mère. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée. Je t'ai dit de t'asseoir, a-t-elle répété, sa voix montant dans les aigus, perdant toute sa fausse politesse bourgeoise. Elle s'est levée et a marché vers moi, ses talons claquant furieusement sur le sol. Elle m'a attrapé le bras et m'a forcé à me tourner vers elle. Son visage était tordu par la rage. L'alcool avait fait tomber son masque. Tu crois que tu peux juste partir? Comme ça? Nous faire honte devant le sénateur? Tu es une ingrate. Maman, lâche-moi, dis-je, essayant de dégager mon bras. Non. Je ne te lâcherai pas. Tu vas écouter. Elle m'a secoué. On t'a tout donné. Une éducation, un toit, une famille prestigieuse. Et comment tu nous remercies? En étant médiocre. En échouant. Je n'ai pas échoué, dis-je, ma voix tremblant enfin. Je construis quelque chose de réel. Quelque chose qui aide les gens. Aider les gens? Elle a ri, un son hystérique. Ça ne paie pas les factures, d'aider les gens. Regarde autour de toi, Fanny. Ça, c'est le succès. L'argent, c'est le succès. Le pouvoir, c'est le succès. Mon père s'est levé aussi, le visage rouge. Elle a raison, Fanny. On en a assez de te soutenir. Assez de tes demandes silencieuses, de tes regards de chien battu. Perrine ricanait derrière sa main. Je ne vous ai jamais demandé d'argent, dis-je, sentant les larmes de rage piquer mes yeux. C'était la vérité. Je n'avais jamais rien demandé pour moi. Menteuse, a crié ma mère. Je sais que tu parles à la gestionnaire du fonds. Je sais que tu quémandes des miettes. Mais c'est fini. Tu m'entends? Elle s'est rapprochée, son visage à quelques centimètres du mien, son haleine chargée de champagne m'écœurant. Elle a pointé un doigt manicuré vers mon visage, puis vers la porte. Nous ne sommes plus ta banque, Fanny. C'est terminé. On te coupe les vivres. La salle était silencieuse comme une tombe. Même les serveurs s'étaient figés. Tu croyais qu'on allait te porter éternellement, continua-t-elle, savourant son moment de pouvoir. Tu es un parasite. Et ce soir, on se débarrasse de toi. Elle a pris une grande inspiration et a hurlé les mots qui allaient sceller son sort, les mots qui résonneraient dans ses cauchemars pour les années à venir. Dégage. Sors de ma maison. Et ne reviens pas tant que tu n'auras pas de vrai argent. Perrine a applaudi lentement, sarcastiquement. Bravo maman. Il était temps. Allez, oust, Cendrillon. Retourne dans ta citrouille. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père, qui a détourné le regard, un lâche jusqu'au bout. J'ai regardé ma sœur, rayonnante de méchanceté. Quelque chose en moi s'est cristallisé. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une glace pure et dure. J'ai pensé à grand-père Marcel.
J'ai pensé à ma Vespa. J'ai pensé à mon ordinateur détruit. Très bien, dis-je doucement. Ma voix était étrangement calme, contrastant avec l'hystérie ambiante. Je pars. Mais rappelez-vous de ce moment. Rappelez-vous que c'est vous qui l'avez voulu. Je me suis retournée vers la porte. Ma main a touché la poignée. Et c'est à ce moment précis, comme dans un film, que mon téléphone a vibré dans ma poche. Une vibration longue, insistante. Puis une deuxième. Puis une troisième. C'était une notification prioritaire. J'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est allumé, illuminant mon visage dans la pénombre du hall. Un message de Madame Delorme, la gestionnaire du trust. Bonsoir Fanny. Je suis devant le portail. J'ai les documents pour l'allocation mensuelle. Dois-je entrer? Je n'ai pas eu le temps de répondre. On a frappé à la porte. 3 coups secs, autoritaires. Le silence dans la salle à manger est passé de gêné à confus. Qui pouvait venir à cette heure? Je n'ai pas ouvert la porte. Je me suis reculée. Un valet a ouvert. Et Madame Delorme est entrée. Madame Delorme n'était pas une femme qu'on pouvait ignorer. À 50 ans, elle portait des tailleurs Saint-Laurent coupés au millimètre, ses cheveux gris acier étaient tirés en un chignon impeccable, et son regard pouvait geler l'enfer. Elle tenait une mallette en cuir noir comme une arme. Elle est entrée dans le hall, l'eau de pluie perlant sur son trench coat beige. Le bruit de ses talons sur le marbre a résonné comme des coups de feu, clac. 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 Ma mère a cligné des yeux, confuse, passant instantanément de la furie à une obséquiosité nerveuse. Elle connaissait Madame Delorme. C'était la femme qui tenait les cordons de la bourse. Oh! Madame Delorme, s'exclama maman, ajustant sa robe, un sourire faux se plaquant sur son visage. Quelle surprise! Nous ne vous attendions pas. Je veux dire, vous êtes la bienvenue. Venez, venez fêter l'anniversaire de Thierry. Papa s'est levé précipitamment, renversant presque sa chaise. Delorme. Venez boire un verre. On parlait justement de finances. Il a ri grassement, essayant de cacher sa nervosité. Il pensait qu'elle venait annoncer un bonus, un dividende exceptionnel, ou peut-être un cadeau du trust pour les 60 ans. Madame Delorme ne leur a même pas jeté un regard. Elle a ignoré la main tendue de mon père. Elle a ignoré le sourire de ma mère. Elle a marché droit vers moi. Les invités retenaient leur souffle. Pourquoi la banquière la plus puissante de Nantes se dirigeait-elle vers la fille rognée, celle qu'on venait de chasser comme un chien? Madame Delorme s'est arrêtée devant moi. Elle m'a regardée avec une lueur de respect que je n'avais jamais vue chez ma propre famille. Elle a légèrement incliné la tête. Bonsoir, mademoiselle Fanny, dit-elle d'une voix claire et forte, qui porta jusqu'au fond de la salle. Désolée de vous déranger un soir de fête, mais nous sommes le 30 du mois. La clôture des comptes ne peut pas attendre. Ma mère a émis un petit rire nerveux. Madame Delorme, vous faites erreur. Fanny s'en allait. Elle n'a rien à voir avec les comptes. Venez plutôt parler à mon mari. Madame Delorme s'est tournée lentement vers ma mère. Son regard était si froid que j'ai presque vu ma mère frissonner. Je ne fais jamais d'erreur, madame, dit Delorme. Elle a posé sa mallette sur une console Louis XV à l'entrée et l'a ouverte. Le clic des serrures a semblé assourdissant. Elle a sorti une tablette numérique et s'est tournée vers moi. Mademoiselle, continua-t-elle, ignorant toujours superbement mes parents. J'ai ici les demandes de décaissement pour ce mois-ci, en attente de votre validation finale en tant qu'unique fiduciaire et administratrice du Trust Marcel Héritage. Un murmure a parcouru la salle. Unique fiduciaire? Administratrice? Quoi? La voix de mon père s'est étranglée. De quoi parlez-vous? Je suis le chef de cette famille. C'est l'argent de mon père. Madame Delorme l'a regardé par-dessus ses lunettes. L'argent de votre père, monsieur Thierry, a été placé dans un trust irrévocable. Et selon les volontés testamentaires de monsieur Marcel, le contrôle total de ce trust a été transféré à sa petite-fille, Fanny, le jour de ses 25 ans.
Cela fait 3 ans que mademoiselle Fanny gère votre patrimoine. C'est elle qui signe vos chèques. C'est elle qui paie cette maison. C'est elle qui décide. Le monde semblait s'être arrêté. Je voyais les visages de ma famille se décomposer au ralenti. La mâchoire de Perrine pendait. Les yeux de ma mère sortaient de leurs orbites. Papa était devenu gris. C'est impossible, balbutia Perrine. Fanny. Elle n'a même pas de quoi se payer une voiture. Parce qu'elle a choisi de réinvestir ses propres dividendes pour maintenir le capital à flot, pendant que vous le drainiez, répondit sèchement madame Delorme. Elle se tourna vers moi, me tendant la tablette. Voici le récapitulatif pour ce mois-ci, Fanny. Elle lut à voix haute, chaque chiffre tombant comme une pierre. Demande 1, Thierry. Allocation mensuelle et frais de représentation. 10 000 €. Demande 2, Ghislaine. Frais vestimentaires et cosmétiques. 10 000 €. Demande 3, Perrine. Couverture du découvert bancaire et frais d'entreprise, Wedding Dream. 6 500 €. Elle a levé les yeux vers moi. Cela fait un total de 26 500 € pour ce mois-ci. Plus la demande anticipée de 15 000 € pour un voyage aux Maldives soumise par mademoiselle Perrine il y a 1 heure. Madame Delorme a marqué une pause. Vous venez de recevoir un message sur votre téléphone, mademoiselle. La question est simple, validez-vous ces dépenses? Tous les regards se sont braqués sur moi. 20 père Dieu. Mais je ne voyais que ceux de ma mère. Il y avait de la peur, maintenant. Une terreur pure. Elle se souvenait de ce qu'elle venait de me crier, nous ne sommes plus ta banque. Je me suis souvenu de mon ordinateur noyé dans le vin. Je me suis souvenu de ma Vespa vendue. Je me suis souvenu du « dégage ». J'ai pris la tablette. J'ai regardé l'écran. Le bouton vert « validé » et le bouton rouge « refusé ». J'ai levé les yeux vers ma mère. J'ai souri, un sourire triste mais ferme. Tu as raison, maman, dis-je doucement. Vous n'êtes plus ma banque. Mais je ne suis plus votre vache à lait. Mon doigt a plané au-dessus de l'écran. Non. Fanny. Attends, a crié mon père, se précipitant vers moi. Trop tard. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Partie 7, le coup de grâce, 950 mots. J'ai appuyé sur « Refuser ». Puis j'ai sélectionné une autre option dans le menu administrateur, geler tous les actifs liés. C'est fait, dis-je en rendant la tablette à madame Delorme. Refuser. Tout. Couper les cartes. Bloquer les virements. Annuler les prélèvements automatiques. À partir de maintenant, pas un centime ne sort de ce trust pour sans mon autorisation écrite et notariée. Bien noté, mademoiselle, dit madame Delorme avec un professionnalisme glacial. Elle tapota quelques commandes sur sa tablette. L'ordre est exécuté. Prise d'effet immédiate. Tu as SPQOI, hurla mon père, son visage virant au pourpre. Il s'avança comme pour me frapper, mais le chauffeur de madame Delorme, un colosse qui était resté discrètement à l'entrée, fit un pas en avant. Papa s'arrêta net. Tu ne peux pas faire ça, cria Perrine, se levant si brusquement qu'elle renversa sa chaise. J'ai des fournisseurs à payer demain. J'ai le mariage de la fille Moreau. Si je ne paie pas la compte ce soir, ils annulent tout. Tu vas me ruiner. Je la regardai calmement. Tu t'es ruinée toute seule, Perrine. Peut-être que tu devrais apprendre à coder. Il paraît que ça paie bien quand on ne détruit pas les ordinateurs des autres. Soudain, un bruit incongru rompit la tension dramatique. Le terminal de paiement électronique du maître d'hôtel, qui attendait patiemment près du bar pour régler la note du traiteur de la soirée. Il émit un bip 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 strident d'erreur. Le maître d'hôtel, embarrassé, regarda la machine, puis mon père. Monsieur Thierry. Commença-t-il timidement. La transaction pour le repas de ce soir, elle a été refusée. Fonds insuffisants ou compte bloqué. Un silence de mort tomba sur la salle. Les invités, le gratin de Nantes, échangeaient des regards horrifiés. Être ruiné est une chose, être affiché comme mauvais payeur en public en est une autre.
Et c'est encore, aboya mon père. C'est une erreur de la banque. J'ai essayé 3 fois, monsieur. Carte Amex, carte Visa, toutes refusées. Le téléphone de Perrine se mit à sonner. Elle regarda l'écran et pâlit. C'est l'agence de voyage pour les Maldives. Elle décrocha, les mains tremblantes. Allô? Oui, je sais. Non, attendez. C'est un malentendu. Ne libérez pas la réservation. Elle écouta un instant, puis laissa tomber son téléphone sur la nappe. Ils ont annulé. La carte a été rejetée. La panique s'empara de ma mère. Elle se tourna vers moi, les larmes coulant sur son maquillage parfait, créant des rivières noires de mascara. Fanny, ma chérie. Pleurnichat-elle, changeant de tactique en une seconde. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. C'était juste des mots, tout à l'heure. On était énervés. On t'aime. Tu m'aimes, répétai-je. Il y a 5 minutes, j'étais un parasite. Il y a 5 minutes, tu m'as dit de dégager. Je ne le pensais pas. Fanny, pitié. Le sénateur est là. Ne nous humilie pas. Je regardais le sénateur Moreau. Il avait déjà mis son manteau et faisait signe à sa femme. Il fuyait le navire en train de couler. L'humiliation, maman, c'est ce que tu m'as fait subir toute ma vie, dis-je. Tu m'as caché dans l'ombre. Tu as eu honte de moi. Eh bien, maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir honte. Parce que je ne fais plus partie de cette famille. Je me tournai vers l'assemblée restante. Je vous suggère de partir, annonçai-je aux invités. À moins que vous ne vouliez payer l'addition du traiteur vous-même. Car mes parents ne le peuvent pas. En moins de 2 minutes, la salle s'est vidée. C'était comme voir des rats quitter un navire. Il ne restait plus que nous, Madame Delorme, et le désastre. Je me suis dirigée vers la porte. Attends, cria Perrine. Mais comment on va vivre? Je me suis arrêtée sur le seuil, la pluie battant mon visage, mais je ne sentais que la chaleur de la victoire. Comme tout le monde, Perrine, dis-je sans me retourner. En travaillant. Je suis montée dans ma vieille Peugeot 206. Elle a démarré du premier coup, comme si elle savait qu'on partait pour de bon. J'ai vu dans le rétroviseur ma mère s'effondrer dans les bras de mon père sur le perron, sous la lumière impitoyable des projecteurs que je ne payais plus. J'ai roulé dans la nuit. Je n'avais jamais ressenti une telle liberté. Partie 8, la chute et les révélations, 1000 mots. Les jours qui ont suivi ont été un mélange surréaliste de silence et de chaos. J'avais bloqué leur numéro, mais les nouvelles me parvenaient quand même. Nantes est une petite ville pour la bourgeoisie, et les rumeurs vont plus vite que la lumière. D'abord, il y a eu l'effondrement de Perrine. Le lendemain du dîner, elle devait payer les acomptes pour le mariage Moreau. Impossible. Le chèque en bois qu'elle avait tenté de faire passer a rebondi. La famille Moreau a porté plainte pour escroquerie. Sa réputation, bâtie sur du vent et l'argent du trust, s'est évaporée en 24 heures. Wedding Dream a fait faillite. Puis, ce fut le tour de mes parents. Sans l'argent du trust pour payer les factures astronomiques du manoir, chauffage, électricité, jardinier, taxes foncières, ils ont commencé à paniquer. Ils ont essayé de vendre des bijoux, mais la plupart étaient assurés au nom du trust, donc invendables sans ma signature. Mais le coup de grâce est venu d'une découverte que j'ai faite 3 jours plus tard. J'étais à mon bureau, dans mon petit appartement, travaillant sur mon nouveau portable, que je m'étais enfin offert. J'analysais les logs de sécurité de mon serveur d'entreprise. Quelque chose me tracassait depuis des mois, pourquoi certains investisseurs s'étaient-ils retirés mystérieusement l'année dernière? En creusant dans les archives des emails reçus par mes partenaires potentiels, j'ai trouvé une série de messages anonymes envoyés depuis une adresse cryptée, accusant mon logiciel d'être une fraude dangereuse et un vol de propriété intellectuelle. J'ai demandé à Audrey, qui est une génie en cybersécurité, de tracer l'IP d'origine. 10 minutes plus tard, elle m'a appelé. Fanny, tu es assise? Oui. Dis-moi. L'adresse IP vient de chez tes parents. Plus précisément, de l'iPad personnel de Perrine.
J'ai senti un froid glacial m'envahir. Ce n'était pas juste de la méchanceté lors d'un dîner. C'était du sabotage industriel. Perrine avait essayé de détruire ma carrière, ma seule source de fierté, par pure jalousie, tout en vivant de mon argent. Cette découverte a tué la dernière once de culpabilité que je pouvais ressentir. Le lendemain, ma mère a réussi à contourner le blocage en m'appelant d'un numéro inconnu. J'ai décroché par réflexe. Fanny. Sa voix était brisée, paniquée. Ils vont couper l'électricité demain. Ton père fait de l'hypertension. Tu veux nous tuer? Perrine a envoyé les emails aux investisseurs. Maman, dis-je calmement. Il y a eu un silence au bout du fil. Quoi? Je sais qu'elle a essayé de saboter mon entreprise l'année dernière. J'ai les preuves. J'ai les logs IP. Je pourrais la traîner en justice pour diffamation et dommages corporatifs. Maman a balbutié. Elle était jeune, elle ne pensait pas. Fanny, écoute, on peut arranger ça. Reviens à la maison. On fera un dîner, juste nous. On parlera. Il n'y a plus de maison, maman, répondis-je. J'ai demandé à Madame Delorme d'activer la clause de liquidation du patrimoine immobilier. Là, quoi? Le manoir. Il appartient au trust. Et le trust a décidé qu'il était un actif trop coûteux à entretenir. Il sera mis en vente le mois prochain. Vous avez 30 jours pour partir. Un hurlement a traversé le téléphone. Tu ne peux pas. C'est ma maison. J'ai vécu ici 30 ans. C'était la maison de grand-père Marcel. Et il voulait qu'elle serve à quelque chose de bien. L'argent de la vente ira à la Fondation pour la recherche médicale. Tu es un monstre, cria-t-elle. Une fille indigne. Un monstre? Non, maman, dis-je avant de raccrocher pour la dernière fois. Je suis juste la banquière. Et votre compte est fermé. Partie 9, la justice et l'héritage, 900 mots. Le processus d'expulsion a été laid, comme on pouvait s'y attendre. Ils ont refusé de partir. Ils ont appelé la presse locale, essayant de jouer les victimes d'une fille ingrate qui mettait ses vieux parents à la rue. Mais Nantes n'était pas dupe. Les commerçants non payés, les anciens employés maltraités, tout le monde a commencé à parler. L'article de journal qui devait me faire passer pour le méchant s'est retourné contre eux quand Madame Delorme a discrètement publié les chiffres réels de ce qu'ils avaient dépensé en 3 ans, près de 2 millions d'euros en voyages, vêtements et fêtes, pendant que je vivais avec 1500 € par mois. L'opinion publique a choisi son camp. Le jour de leur départ, je n'y suis pas allée. Madame Delorme a supervisé l'opération avec des huissiers. On m'a dit que mon père était sorti la tête basse, ne disant rien. Ma mère a hurlé jusqu'à la fin, s'accrochant au rideau. Perrine a essayé de voler de l'argenterie dans son sac à main, mais a été arrêtée par la sécurité. C'était pathétique. C'était tragique. Mais c'était nécessaire. J'ai utilisé ma part des revenus du trust pour injecter du capital dans mon entreprise, Logicare. Avec des ressources adéquates, nous avons pu finaliser le logiciel. 6 mois plus tard, il était déployé dans 3 hôpitaux régionaux et aidait à livrer des médicaments vitaux à plus de 5000 patients isolés à domicile. J'avais enfin réussi. Pas grâce à mon nom de famille, pas grâce à des connexions, mais grâce à mon travail. Un après-midi, je suis retourné voir le manoir, une dernière fois avant la vente finale. Il était vide. Les meubles avaient été vendus aux enchères. Il n'y avait plus d'odeur de foie gras ni de parfum coûteux. Juste l'odeur de la poussière et du vieux bois. Je suis monté dans ce qui était la chambre de grand-père. J'ai regardé par la fenêtre, vers la rivière Erdre. J'espère que tu ne m'en veux pas, papy, murmurai-je. J'ai détruit ton héritage matériel. Le vent a soufflé doucement dans les chênes. J'ai eu l'impression de l'entendre rire. Non, je n'avais pas détruit son héritage. J'avais détruit le cancer qui le rongeait. Son véritable héritage, c'était la force qu'il m'avait transmise. C'était la capacité de dire non. En sortant, j'ai croisé le nouveau jardinier qui préparait le terrain pour les futurs acheteurs. Il m'a souri. Belle journée pour un nouveau départ, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui,
répondis-je en souriant vraiment pour la première fois depuis longtemps. Une très belle journée. Partie 10, épilogue, la vie après la tempête, 850 mots. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit fatidique. Ma vie a changé du tout au tout, mais pas comme on pourrait le penser. Je ne vis pas dans le luxe. J'ai acheté un appartement confortable, lumineux, avec une grande terrasse où je peux cultiver des tomates, quelque chose que ma mère trouvait vulgaire. Je conduis une voiture sûre et fiable. Je vois Audrey tous les jours. Elle est devenue ma directrice technique et ma meilleure amie. Nous rions, nous travaillons dur, nous construisons. Et ma famille? J'ai des nouvelles par des connaissances communes. Mes parents louent un petit F3 dans une barre d'immeubles des années 70 à Saint-Herblain, une banlieue grise. Ils vivent de la petite pension de retraite de mon père, qui a fondu comme neige au soleil maintenant qu'il doit payer ses propres factures. Maman a dû vendre tous ses sacs Hermès et Chanel sur Vinted pour payer les dettes. On l'a vu faire ses courses chez Lidl, caché derrière de grandes lunettes noires, espérant ne pas être reconnue. L'ironie, c'est qu'elle a l'air plus humaine maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Perrine a eu le réveil le plus brutal. Poursuivie par ses créanciers, elle a dû déclarer faillite personnelle. Aucun homme riche n'a voulu l'épouser pour la sauver. Elle travaille maintenant comme réceptionniste dans un hôtel chaîne budget près de la gare. Elle porte un uniforme en polyester et doit sourire à des clients qui la traitent avec le même mépris qu'elle avait pour moi. Parfois, je me demande si elle pense à moi quand elle scannait les cartes bleues des clients. Je ne leur souhaite pas de mal. Je ne ressens plus de haine. Juste une indifférence polie. Ils sont devenus des étrangers avec qui je partageais un code génétique, rien de plus. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de mon père. Pas d'avocat, pas de menace. Juste une lettre manuscrite. Fanny, il fait froid dans cet appartement. Ta mère pleure beaucoup. Je voulais juste te dire. Je suis désolée pour la Vespa. Je savais que c'était toi. J'avais juste trop honte pour l'admettre. Tu étais la seule qui valait quelque chose. J'espère que tu es heureuse. Papa. J'ai lu la lettre, assise sur ma terrasse au soleil. J'ai ressenti un petit pincement au cœur, mais je ne l'ai pas laissé m'envahir. Les excuses qui viennent après la perte du chéquier sont-elles vraiment sincères? Peut-être. Peut-être pas. Ça n'a plus d'importance. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis occupée. J'ai une entreprise à gérer, des amis à aimer, et une vie à vivre selon mes propres termes. J'ai appris une leçon précieuse que je veux partager avec vous, le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect et la loyauté font la famille. Si quelqu'un vous traite comme une option, ne le traitez pas comme une priorité. Et surtout, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien, surtout pas ceux qui dépendent secrètement de votre valeur. C'était mon histoire. C'était la nuit où j'ai dit « refuser » pour pouvoir enfin dire « oui » à ma propre vie. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous a donné la force de couper les liens toxiques dans votre propre vie. C'est la fin de la vidéo, les amis. Si cette histoire de justice vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est super important pour nous. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de vengeance. Dites-moi en commentaire, quelle est la meilleure vengeance que vous ayez jamais prise sur quelqu'un qui vous a sous-estimé? J'ai hâte de vous lire. À très bientôt.